Sabrina Agresti-Roubache, c'est donc notre invitée ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. Vous étiez ministre il y a encore quelques heures. Absolument. Vous observez donc les premiers pas de ce gouvernement. Je voudrais commencer avec quelque chose de très concret. Bruno Retailleau est à l'intérieur. Il dit hier sur TF1, nous allons expulser plus et régulariser moins. Gérald Darmanin, dans le gouvernement auquel vous apparteniez, se vantait d'avoir fait progresser les chiffres de l'expulsion. C'est vrai. Est-ce qu'on peut faire plus encore alors ? Écoutez, hier j'écoutais donc le nouveau ministre de l'Intérieur. Je dis juste une chose, attention à pas essayer d'expliquer que rien n'a été fait avant, sachant que c'est quand même un gouvernement sans majorité et que si quelqu'un autour de la table ou même dans le gouvernement avait une baguette magique, il fallait qu'il la sorte avant. Parce que ce que nous avons fait, parce que j'appartenais au ministère de l'Intérieur, donc j'étais rattachée directement sur le volet citoyenneté à Gérald Darmanin et sur le volet ville aussi, plusieurs mesures, notamment dans la loi immigration. Donc après, vous me permettez juste quelque chose qui me fait beaucoup sourire, moi qui ne viens pas de la politique, c'est que maintenant vous vous retrouvez au Conseil des ministres avec certains qui avaient voté contre cette loi immigration et qui siègent à côté de Bruno Retailleau. Moi je trouve ça... Alors Bruno Retailleau, c'est l'homme qui soi-disant qui a durci le texte au moment de son passage au Sénat. Rappelez-vous, j'étais au banc à côté de Gérald Darmanin et je me rappelle surtout des positions des uns et des autres qui ont voté contre justement le fait de pouvoir expulser plus. Alors, c'est pas juste ça. Il y avait des cavaliers législatifs. Ce qui va se passer maintenant, c'est facile à lire. Ils vont faire... Pardon, juste, le cavalier législatif, c'est-à-dire que la disposition n'est pas contenue au bon endroit du texte. Absolument. Donc ça passe pas en l'état. Absolument. Donc ils vont faire des PPL, des projets de loi parlementaires, avec le bon véhicule législatif, pour faire passer, ou pas, s'ils arrivent à trouver une majorité, des textes. Mais on revient sur les expulsions. Ce que nous avons fait avec Gérald, et notamment Gérald Darmanin, a les meilleurs chiffres en termes d'expulsion, les OQTF, parce que c'est souvent ce sur quoi on nous interroge. On ne peut pas, on est un État de droit, on est un pays où il y a des règles, des droits, et on ne peut pas prendre quelqu'un et l'envoyer chez lui, c'est-à-dire l'expulser sans laisser passer consulaire. Et il s'avère que, par exemple, avec l'Algérie, si l'Algérie, où nous avons le plus grand nombre d'OQTF, c'est vraiment avec l'Algérie, si vous n'avez pas de laissez-passer consulaire, vous pouvez toujours vous appeler Bruno Retailleau et vous les expulsez. Vous l'avez entendu pourtant hier soir et ça a l'air simple dans sa bouche. Il dit il va renégocier les accords franco-algériens. Encore une fois, moi je regarde ça à la fois avec beaucoup de distance, même quand j'étais en poste. Entre guillemets, je viens de la vraie vie. Moi, je viens de la société civile. Il y a 2 ans encore, j'étais productrice télé. Donc, vous voyez, et j'écrivais des livres. Donc, je suis arrivée aux affaires. Je me suis bien gardée en arrivant d'expliquer, il n'y a qu'à Faucon, vous devriez, vous ne devriez pas. Pourquoi ceci ? Parce que si, par exemple, sur la rénovation urbaine ou sur les politiques de la ville, et je l'avais dit, la première victime des politiques de la ville, ça a été moi. Je suis née dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Et pourtant, je n'en veux à personne. Et quand je suis arrivée, je me suis attachée modestement, avec beaucoup d'humilité... Donc il manque de modestie, Bruno Retailleau, c'est ça que vous dites ? Non, je dis à tout le gouvernement, mais c'est peut-être Michel Barnier qui a trouvé la bonne formule en disant... Humilité, mais face au problème. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que vous n'avez pas l'air d'y croire. Vous dites vous-même, certains ont voté la loi immigration, d'autres non. Moi, je me rappelle leur sévérité. Vous pensez que ça ne va pas tenir longtemps, c'est ça ? Je leur souhaite justement, peut-être de bouger un petit peu leurs convictions, puisque maintenant ils sont autour de la table. Donc il va falloir discuter. Quand je passe un texte comme dérive sectaire, donc j'ai fait voter une loi, lutte contre les dérives sectaires. Avec qui j'ai travaillé ? J'ai travaillé avec les socialistes, avec Arthur Delaporte. Et c'est avec Arthur Delaporte qu'on a réussi à trouver un chemin. J'ai négocié l'abstention des LR et mon texte est passé. Et nous étions en majorité relative. Donc là maintenant, ce que j'ai pu faire moi en février, il va falloir le faire puissance 1000. Et donc peut-être pour certains qui se sont permis de me faire par exemple la leçon quand j'avais donné une interview au JDD. Je leur souhaite de trouver ce chemin justement de discussion, de consensus, voilà, il va falloir qu'on fasse avancer le pays. Et alors, il n'y a plus de ministère de la ville. Comment ça se fait ? Comment vous comprenez ça dans cette nouvelle architecture gouvernementale ? Alors, ça, à mon avis, il faudra bien le demander à Michel Barnier, puisque c'est le Premier ministre, c'est lui qui a choisi et les qualificatifs, c'est-à-dire qu'il choisit bien les titres et les personnes. Bon, Valérie Létard est une grande spécialiste, alors, par contre, sur la personnalité... Sur la rénovation urbaine, une proche de Jean-Louis Borloo. Absolument. Mais il va falloir... Les 12 milliards qui ont été utilisés, enfin que j'avais dans l'ANRU, ils sont consommés, attribués, conventionnés. Donc il n'y a plus 1 euro sur la rénovation urbaine. Va falloir faire l'ANRU 3. J'avais lancé une mission justement. Quelle sera
l'avenir de la rénovation urbaine après le nouveau NPNRU, donc le nouveau programme de rénovation urbaine, et sur les politiques de la ville. Il me semble que dans les lettres plafond, et maintenant tout le monde le sait, puisque la mienne a fuité dès le deuxième jour, me semble-t-il, il y avait 90 millions de coupes. Donc maintenant, c'est à la ministre Pascal. et à Alexon-Paul à arbitrer et à décider où est-ce que les coupes se feront. Je peux revenir un instant sur Bien les sûr. OQTF. Bien sûr. Vous l'avez dit, le problème c'est l'Algérie. Je vous pose la question très Enfin, le directe. problème, c'est l'Algérie. Le plus grand En nombre... partie, oui, voilà, le volume le plus important. important. Bon, vous avez aujourd'hui en France des gens qui sont nés en France, qui ont des origines algériennes. Comme moi. Qui ne sont pas toujours comme vous. Alors vous avez été ministre de la République. Il y en a beaucoup qui ne sont manifestement pas satisfaits de leur séjour en France. Et nous avons une relation contentieuse avec le gouvernement algérien. On l'évoquait tout à l'heure. On n'a plus beaucoup d'intérêts économiques en commun parce que les Algériens nous ont sortis de nos propres marchés, Ce que vous etc. dites est juste. Ouais. On n'a pas intérêt, une bonne fois pour toutes, à se fâcher avec l'Algérie pour remettre les compteurs à zéro et dire aux Algériens, écoutez, vous êtes sympathiques, mais on n'est pas votre punching ball. Alors, je vais vous. C'est une excellente question, et là, vous parlez par contre à quelque chose qui me percute et qui vous me touche particulièrement. Et ça touche tous les membres de la communauté nationale. Je vais vous dire, je ne suis pas binationale. Je ne suis pas binationale. Quand je suis allée en Algérie avec le président de la République en 2022, je venais d'être élue députée, j'ai dû faire un visa. Donc, vous voyez, je ne suis pas binationale, donc je parle d'autant plus librement. Je pense deux choses. Un, il aurait fallu, peut-être, moi qui suis née à Marseille, et moi j'ai vu Marseille faire beaucoup de commerce avec l'Algérie. Donc, j'avais dit, en 2022, et même bien avant, au président de la République, notamment quand je m'engage avec lui en 2016, de dire il faut travailler peut-être sur les échanges commerciaux en premier, c'est-à-dire relancer entre guillemets le business avec l'Algérie, parce qu'il est fort qu'on est une ville portuaire et que Marseille a besoin de ce business avec l'Algérie, c'est-à-dire les échanges commerciaux, et de l'autre côté, une fermeté totale sur les laissez-passer consulaires. Vous reprenez vos délinquants. Quand j'ai dit ça, vous savez ce qu'on m'a dit ? On m'a dit, vous êtes d'extrême droite. On m'a dit ça à moi. Oui. C'est-à-dire, je parle couramment arabe, je viens d'une famille algérienne. Ma mère est née en France, mais quand même d'origine algérienne. Mon père, venu d'Algérie en 67, on m'a taxé d'extrême droite. Donc c'est pour ça que je vous disais, les convictions pour certains s'arrêtent là où les postes commencent. Alors la citoyenneté est toujours dans l'intitulé d'un ministère, mais elle n'est plus avec la ville, elle est avec les discriminations, et c'est M. Othman Nasrou qui le porte. Ça change quoi ? Alors, je ne sais pas ce que ça va changer. Il faudra qu'il regarde très précisément ces décrets d'attribution. Parce que le titre, en fait, derrière, il y a des décrets d'attribution faits par le Premier ministre, donc Matignon et l'Élysée. Là, pour le coup, c'est aussi le président de la République qui doit signer. C'est quoi un décret d'attribution ? C'est les délégations qu'on vous donne, pour faire court. Par exemple, moi, j'avais l'accueil des réfugiés, les demandeurs d'asile, la lutte contre la radicalisation, j'avais la prévention de la délinquance, j'avais les naturalisations, j'avais la laïcité, j'avais l'apprentissage du français et l'intégration. Il faudra que le ministre, et je lui ai dit hier, je lui ai dit, il faudra bien regarder les décrets d'attribution. Alors justement, je n'avais pas les discriminations. Vous faites allusion à hier, donc les passations de pouvoir qui ont donné lieu à une ou deux scènes étonnantes. Étonnantes. On va regarder deux extraits rapides et vous allez nous dire ce que vous pensez de ces séquences. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. Je m'appelle aussi Priska Balasso Brahmanen. Je suis la fille de deux immigrés qui m'ont appris l'amour de la France, le respect de notre République et le choix du silence face aux polémiques. Je suis la preuve qu'on peut être binational et profondément patriote française. Alors, on vous a vu réagir sur la première image, puisque vous étiez au ministère de l'Intérieur, évidemment, hier pour la passation de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font, en fait, là, Gérald Darmanin et Prisca Thévenot ? Ils envoient un message à Michel Barnier, à Bruno Retailleau ? Alors, ce qu'ils envoient comme message, plusieurs choses. Vous savez, quand une femme est nommée à un poste où elle n'est pas censée avoir les compétences, tout le monde lui tombe dessus. Quand on nomme 50 hommes à des postes où ils ne sont pas compétents, personne ne soulève. Personne n'a jamais dit d'un ministre, ce n'est pas un spécialiste, je dis n'importe quoi. Voilà, il est plus question de prénom, quand même, Madame Restor-Roubache. Alors, je reviens sur ce sujet-là. Quand en plus vous vous appelez Moussa, et il a raison, il s'appelle comme mon oncle, il s'avère que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont je suis très proche, a le même prénom que mon oncle. Non, le message envoyé, c'est peut-être collectivement, et pareil, je n'arrive pas de la politique, moi j'arrive de la vraie vie. N'avons-nous pas
assez, et on le paye maintenant, travailler sur la lutte contre les discriminations. Je veux dire, on a oublié ça, c'est-à-dire que on voit bien, moi je le vois, la première fois de ma vie... Non mais Madame Agresti-Roubache, pardon, je vous interromps, mais j'entends le message universaliste et vous avez raison, mais là il fait de la politique, Gérald Darmanin, et il est en train de s'adresser à ses camarades. Mais tout le monde fait de la politique. Ce que je veux vous dire, c'est que la première fois de ma vie, encore une fois je viens du privé, où j'ai ressenti du mépris social. Parce que je pense que la pire des discriminations, elle n'est pas ethnique, elle est sociale. C'était en politique, où tous les jours on vous rappelle que votre père n'était pas dans les bons réseaux, que votre mère n'avait pas ceci, que vous n'avez pas fait la bonne école. Combien de procès en incompétence Madame Thévenot et Monsieur Darmanin, ils mettent en garde le nouveau gouvernement, c'est ça qu'ils font là? Non, ils ne mettent pas en garde. Je pense qu'ils appuient sur quelque chose qui les touche profondément. Et chez Gérald Darmanin notamment, moi ça fait partie des discussions que j'ai beaucoup eues avec lui sur les différences de traitement en fonction de vos origines sociales. Parce qu'après, il dit, je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin, et il dit, je suis le fils d'une femme de ménage. Voilà, donc vous voyez, ça veut dire que voilà, c'est ça le message. Mais est-ce que ça veut dire, selon vous, que le plus important, la priorité, c'est d'abord l'intégration plutôt que la lutte contre les flux d'immigration irrégulière qui, j'allais dire, sont plus techniquement difficiles par nature, alors qu'il y a un vrai sujet sur l'intégration que d'autres appellent assimilation. Quel est votre mot à vous? Alors, moi, je pars du principe qu'on est... Je l'ai écrit, donc moi, j'ai vraiment théorisé tout ça. On est ce qu'il y a sur notre passeport. Moi, quand on m'explique, par exemple, que je suis issue de la diversité, je suis outrée. Quand j'entends François Ruffin écrire dans son livre, quand je lis qu'il a écrit que LFI a théorisé le fait de voir les Noirs et les Arabes, ça veut dire que dans les yeux de Jean-Luc Mélenchon, je suis une Noire ou une Arabe. Enfin, je suis outrée par tout ce que j'entends, de tous les bords. Parce que expliquer Mais ça marche que c'est juste... pourtant. Oui, Ça marche. mais c'est bien mon problème. Et quand, pendant les élections législatives, j'avais dit aux enfants des quartiers populaires dont je suis issue, attention, vous n'êtes que de la chair à voter. Demain, le vent tournera, vous n'existerez plus, et ils changeront de crèmerie, parce que leur électorat et leur intérêt électoral sera ailleurs. Ça, par contre, je ne peux pas le changer, ils n'ont pas voulu l'entendre. En revanche, sur l'intégration, j'avais porté très fort... Et j'avais chez moi l'apprentissage du français dans mon portefeuille. C'est pour ça qu'il faudra bien regarder les décrets d'attribution. Parce que je crois que quand vous arrivez en France et que vous voulez adopter notre pays, notre nation, nos valeurs, notre République, vous devez maîtriser la langue à minima. Et que sur ça, il n'y avait pas de honte à avoir. Et encore une fois, je me rappelle de certaines positions de certains qui se trouvent autour de ce Conseil des ministres, qui avaient dit que j'étais d'extrême droite parce que j'avais soutenu ce principe-là de dire l'autonomie et l'indépendance des gens, elle vient de la langue. C'est pour ceux qui veulent devenir français, on est bien d'accord. Absolument. C'est pas une... Et pour ceux qui sont nés ici, donc comme ils sont français, absolument, il n'y a pas de complaisance à avoir. Il n'y a pas de... Comment dire on ne doit pas être sympa avec eux parce qu'ils piétinent le drapeau et parce qu'ils insultent les valeurs de la République et qu'ils ne respectent pas la laïcité. Je l'avais dit sur la abaya, j'avais dit, il y a quoi qu'on ne comprend pas quand je disais sur vos plateaux, moi, à mon époque, on ne va pas en robe arabe à l'école, point. Et on respecte le pays dans lequel on est né. En plus, moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai vécu dans un pays musulman, d'accord ? Quand je suis arrivée, j'ai respecté les us et coutumes du pays. Et ces enfants sont français. Il faut arrêter aussi de leur répéter qu'ils sont en dehors de Une dernière question rapide. Une dernière question rapide. Une question extrêmement rapide. On a des difficultés d'assimilation. Un regard sur l'immigration qui est contentieux. Et pourtant, Madame Agresti-Roubache, il va manquer 3 millions d'actifs en France dans les 7 années qui viennent. Tout à fait. Vous faites comment ? Alors, on avait porté, rappelez-vous, sur la loi immigration, le fait de pouvoir régulariser sur les métiers en tension. Moi, j'étais extrêmement favorable pour cette raison-là. Parce qu'on est un pays vieillissant, nous avons besoin de main-d'œuvre. Et est-ce que vous trouvez ça digne ? Je l'ai fait, moi, pendant presque année et demie où j'étais au ministère de l'Intérieur. De régulariser des gens qui étaient chez nous, par exemple, depuis 17 ans, qui payaient des impôts, qui travaillaient, qui posaient pas de problème, qui ne vous demandaient rien et qui adoraient notre pays. Pourquoi est-ce qu'on ne les régularise pas ? Et de l'autre côté, on va se poser des questions qui n'existent pas, c'est-à-dire quelqu'un qui est un délinquant, qui ne respecte pas notre loi, nos lois, notre République, doit partir. Il n'a pas vocation à rester. Et c'est pas d'être d'extrême droite que de dire ça. Nous avons besoin de 3 millions d'actifs. Prenons-les puisqu'ils viennent chez nous et qu'ils veulent travailler et nous en avons besoin. Enfin, que demander d'autre ? Merci Madame Agresti-Roubache d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.